Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème audit interne, audit subi ou réelle opportunité. Le webinaire sera présenté par Agnès Gillet, consultante qualité QHSE, auditrice ICA ISO 9001, 14001, 50001 et 45001. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Agnès à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Agnès Gillet. Merci Nicolas, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire audit interne, audit subi ou réelle opportunité. Alors pourquoi une thématique sur les audits subis? Alors souvent on entend parler les auditeurs, pas les audités, j'ai subi un audit. Derrière le côté un petit peu passif pour l'audité, il se cache aussi souvent un sentiment d'obligation. C'est un exercice non volontaire, pas forcément apprécié. L'audit interne peut être vécu comme une corvée ou voire comme une période de stress. Alors pourquoi les audits internes peuvent-ils être mal vécus? Alors je vous propose, dans un premier temps, de faire alors c'est pas un petit quiz, c'est plus un petit sondage pour me dire comment les audités voient l'audit interne dans vos entreprises. Pour ce faire, voilà, je vais vous emmener sur Klaxoon et vous envoyer un lien dans le chat. Voilà. Et donc, je vais lancer une petite activité qui est un nuage de mots. En un mot, comment est perçu l'audit interne par les audités des différents services dans vos entreprises? On va attendre que les réponses arrivent. Ouais. Voilà. Voilà, ça commence à C'est arriver. déjà très, très parlant. Tout à fait. Wow. Oui, oui, c'est très marqué, hein. Le mot contrainte revient beaucoup, hein. C'est Pénible, contrainte. exactement, oui, là, il est prédominant, hein. Ok, c'est du contrôle. Perte de temps, ouais. Ok. Un mot perte qui revient encore. Mm. Ok. Donc, on voit effectivement la perte de temps, manque d'intérêt. C'est une contrainte, c'est pénible. Le mot obligation qui arrive aussi. Alors, le mot certification, effectivement, hein. On se prépare pour la certification. Ok. Manque de dialogue. Parfait. On va garder une capture de cette activité. Alors effectivement, hein, c'est très représentatif hein, de ce qu'on peut entendre par rapport à la manière dont sont vécus les audits. Alors, je vais remettre. Voilà. Je vais remettre ma présentation. Voilà, donc effectivement, l'audit interne est souvent vécu par les audités comme étant subi. Alors, subi, pourquoi? Alors, on fait des audits parce que la norme l'impose, hein, mais du coup, on s'y soumet un peu comme un exercice obligé, parfois avec appréhension, avec des intérêts, avec le sentiment de perdre son temps, c'est un terme qui est revenu souvent.
Alors, comment on peut faire pour que l'audit ne soit pas subi, qui représente une réelle opportunité pour les audités? Alors, l'audit interne, c'est vrai, hein, c'est demandé globalement par les référentiels, c'est imposé par les normes, mais bien évidemment, la norme, elle n'impose pas ni de fréquence, ni le champ d'application, c'est-à-dire le périmètre sur quelle activité on va auditer. Elle donne des objectifs qui sont de vérifier la conformité du système et l'efficacité du système, mais au travers de l'audit interne, on peut mettre d'autres objectifs. Donc, c'est un exercice imposé, oui, mais on n'est pas obligé d'auditer tous les processus tous les ans. Et on peut s'en servir comme un réel outil d'amélioration. Ensuite, c'est pour se préparer à la certification. Ce n'est pas que pour se préparer à la certification. Il faut prendre en compte toutes les attentes des parties intéressées qui sont en jeu dans l'audit. Et notamment, dans les parties intéressées, on a certes la direction, on a certes le responsable du système de management, on peut avoir les pilotes de processus et les audités eux-mêmes. Donc, l'idéal, effectivement, c'est de donner une autre vision des audits internes aux personnes qui vont devoir être auditées. Alors, au sommaire, ce qu'on va voir, c'est un peu tous ces mots qu'on ne veut plus entendre, c'est ceux que vous avez cités dans ce nuage de mots. On va voir que la manière dont va être perçu l'audit interne, ça vient souvent aussi des managers. Il va falloir susciter l'envie d'être audité. On va également voir que l'auditeur a un rôle extrêmement important pour en faire en sorte que l'audit soit bien vécu par les audités. On va voir aussi le rôle de l'audité. Pourquoi est-ce que l'audité serait passif? On dit toujours qu'on subit l'audit, mais l'audité peut être également acteur de son audit. Et enfin, on va voir comment on peut maintenir la motivation par rapport à l'audit. Alors, si on regarde la première thématique, les mots que l'on ne voudrait plus entendre. Alors, quels sont ces mots qu'on ne voudrait plus entendre? L'audit, c'est un contrôle de notre travail. Ça, on l'entend souvent, on vient pour nous contrôler. Je ne vais pas donner le bâton pour me faire battre. L'audit, il n'a pas pour vocation de contrôler le travail d'une personne, et ça, c'est important, c'est qu'il va falloir communiquer sur l'importance de la mission d'audit qui est de vérifier effectivement la bonne mise en œuvre des dispositions d'entreprise, la conformité du système par rapport à un référentiel, par rapport aux dispositions internes, mais c'est également un moyen de prendre du recul par rapport à son organisation et d'identifier des opportunités d'amélioration. Donc, une partie communication à faire là-dessus. Ça ne sert à rien, quand on va en audit de certification, on a quand même des non-conformités. C'est normal, parce qu'en audit interne, on ne peut pas tout voir, d'une part. L'audit, c'est un échantillonnage. Et puis, de toute façon, l'objectif de l'audit interne, ce n'est pas de se préparer à la certification. L'objectif de l'audit interne, c'est de travailler en interne sur l'amélioration de son système de management. Donc, il ne faut pas présenter effectivement l'audit interne aux audités comme étant une préparation à l'audit de certification, mais plutôt comme un outil effectivement d'amélioration. Alors, c'est juste pour faire plaisir à l'auditeur de certification ou bien ça sert à quelqu'un? Ça, c'est les questions que peuvent se poser les auditeurs. On fait l'auditeur interne parce que comme ça, on est sûr qu'en audit de certification, on n'aura pas de problème sur la partie audit interne. Si les auditeurs commencent à se poser la question, est-ce que ça sert à quelqu'un? Ça veut dire que derrière, soit les audits internes n'ont pas apporté la valeur ajoutée nécessaire, soit on n'a pas communiqué sur le retour, sur les résultats de l'audit interne auprès des audités. Et puis, la fameuse, on n'a pas que ça à faire, c'est une perte de temps. Alors, là, il y a vraiment besoin, effectivement, d'expliquer aux audités ce qu'on attend de l'audit, les bénéfices qui en sont attendus, que du temps qu'on perd, c'est peut-être le temps qu'on gagnera plus tard par rapport aux pistes d'amélioration que l'on aura trouvées. On peut, au travers de l'audit, faire remonter les irritants et trouver effectivement les axes d'amélioration qui permettront de mieux fonctionner et de gagner du temps. Et puis aussi, un autre point, souvent, quand on a un audit interne, les gens ont tendance à préparer. Il n'y a rien à préparer.
Quand on fait un audit interne, justement, c'est pour faire remonter la situation telle qu'elle est. Si on prépare les choses, c'est soit parce que du coup, on ne met pas en pratique certaines dispositions, soit elles sont inutiles, soit il y a un problème dans l'organisation. Si elles sont inutiles, autant que ça ressorte. Et s'il y a un problème dans l'organisation, c'est le moment justement de faire ressortir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que du coup, les dispositions qu'on a mises en place, elles ne sont pas respectées. Et l'audit interne va permettre effectivement de prendre du recul par rapport à ça. Après, il va falloir susciter l'envie. Susciter l'envie, qu'est-ce que ça représente? Ça va être déjà d'expliquer à quoi va servir l'audit. L'audit, il est planifié dans un but précis par rapport à un enjeu ou par rapport à une attente d'une partie intéressée. Donc, l'audit, c'est un outil d'amélioration. Ce n'est pas une simple exigence normative, bien évidemment. À qui va-t-il servir? Il sert à tout le monde. Il sert à la direction pour voir où en est son système et s'il va permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Il sert aux responsables du système de management pour s'assurer de la conformité de son système et de l'efficacité du système. Il sert aux pilotes de processus pour trouver des opportunités d'amélioration par rapport aux difficultés d'organisation qu'il pourrait avoir. Il sert à l'auditer aussi, pour valoriser déjà ses bonnes pratiques, pour valoriser ce qu'il a mis en place, et puis également pour pouvoir faire évoluer des choses qui ne fonctionneraient moins bien. Alors, s'il n'existait pas, est-ce qu'il faudrait l'inventer? Très certainement, parce qu'effectivement, l'audit interne, c'est un bon miroir pour pouvoir évaluer son système, trouver des opportunités d'amélioration, pour s'amener soi-même, pour amener les personnes qui sont auditées à réfléchir sur la manière dont elles travaillent. Alors, quel est le rôle de l'audité dans tout ça? Alors, bien évidemment, on ne cache pas les problèmes sous le tapis. Le rôle de l'audité, c'est montrer la manière dont il travaille, c'est libérer la parole. Il n'y a pas de mauvaise réponse en audit. C'est juste l'audit, un miroir qui va permettre de se regarder, de prendre des décisions, de regarder effectivement comment on fonctionne et puis de se dire ce qui marche pas, quels sont les points de blocage. Et l'auditeur est un peu là pour faire ressortir au travers de son questionnement, parce que ce n'est pas forcément un spécialiste de l'activité auditée. L'auditeur interne, il est là pour faire ressortir les points qui peuvent être des points de blocage. Et le rôle de l'audité, c'est de participer activement, bien évidemment, à la remontée de ces informations. Et donc, qu'est-ce qu'on attend de l'audit? Est-ce qu'on attend uniquement les points améliorés? Alors, bien évidemment, la valeur ajoutée de l'audit, c'est qu'on trouve des opportunités d'amélioration, que derrière, on puisse mettre en place des actions. Mais c'est aussi la valorisation des bonnes pratiques. Et ça, on a tendance à l'oublier. Valoriser les bonnes pratiques déjà devant l'audité et les valoriser en règle générale, c'est aussi valoriser les bonnes pratiques, une manière de capitaliser ces bonnes pratiques au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Alors, pour susciter l'envie, il faut impliquer. Alors, qui on va impliquer? Bien évidemment, on va commencer par impliquer la direction, avec la direction qui doit valoriser l'outil d'audit interne et la mission de ses auditeurs. J'ai eu effectivement une fois une direction qui est venue pendant une formation d'auditeur interne, justement pour valoriser leur mission et communiquer auprès de ces auditeurs internes sur l'importance de leur rôle en entreprise, et ce même directeur communiquer auprès du personnel sur l'importance de participer aux audits internes. Il faut ensuite impliquer les managers. On annonce l'audit en amont de l'audit aux personnes auditées. Ça ne sert à rien de prendre les gens non plus par surprise. On peut effectivement être mal reçu après derrière. Et puis surtout, on ne désorganise pas le travail pour un audit. Alors moi, des fois, effectivement, j'arrive sur un audit et on me dit, tiens, on a arrêté le chantier pour que vous puissiez venir voir. Maintenant, on n'arrête pas le chantier.
parce que les personnes qui sont en train de travailler, ça désorganise leur travail et finalement, elles peuvent avoir une mauvaise vision de l'audit. C'est à l'auditeur de se débrouiller pour être là au moment où le chantier commence. C'est plutôt à l'auditeur d'attendre. En attendant, effectivement, il peut discuter avec d'autres interlocuteurs en attendant qu'un chantier démarre, mais on ne fait pas attendre un chantier pour que les personnes puissent être auditées. Et puis, impliquer les audités. Les impliquer sur l'importance de leur contribution en disant que ils sont les plus à même d'expliquer leur travail et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc ils vont pouvoir expliquer ce qu'ils font, ce qui marche bien, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qui est plus difficile. Et ça va effectivement permettre d'avoir une meilleure contribution des audités. Bien évidemment, il faut faire attention de ne pas tomber dans une liste de doléances et il faut rester quand même dans le cadre de l'audit. Donc, il faut susciter la confiance pour une remontée des difficultés rencontrées dans leur mission. Et donc, susciter l'envie ensuite, va falloir expliquer quel est le but de l'audit, quelles sont les attentes des diverses parties intéressées. On ne parle pas que de la direction ou du responsable qualité, il faut qu'on explique quelles sont les attentes à tous les niveaux et quels sont les bénéfices potentiels. Qu'est-ce qu'on peut retirer des audits internes? Bien évidemment, surtout pas de remontrance, mais par contre, toujours présenter l'audit sous un aspect positif. Il faut rassurer les audités sur le déroulé de l'audit et leur aptitude à répondre. Il faut leur dire qu'il n'y a rien à changer par rapport à ce qu'ils font en temps normal et qu'ils doivent s'exprimer normalement sur leur travail. Les questions ne sont pas piégeuses. On est là effectivement pour… alors l'auditeur doit effectivement avoir cette bienveillance et poser les questions qui sont adaptées aux personnes auditées. Et donc, expliquer aux audités qu'ils ont toutes les aptitudes pour répondre sur ce qu'ils font au quotidien. Et puis, on va rassurer les audités sur la suite des audits, que l'audit, ce n'est pas une sanction, mais que ça permet de faire des analyses et derrière, de prendre des actions d'amélioration. Alors, le rôle de l'auditeur dans tout ça. Bien évidemment, l'auditeur, il a déjà un savoir-être important. Il doit être pédagogue. Donc, il doit savoir rassurer l'audité en expliquant l'objectif de l'audit, la manière dont ça va se passer, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'observation, des interviews, des recueils de preuves, qu'il va prendre des notes, mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, que la prise de notes, ça va l'aider à poser les questions suivantes et à retenir ce qui a été dit. Il va s'assurer, il doit être à l'écoute, il doit s'assurer que c'est le bon moment. Si l'équipe auditée est en plein stress parce qu'il y a une urgence, il y a eu une panne sur une machine, ils doivent partir en urgence, etc., l'audité doit savoir réorienter son audit pour pouvoir revenir au meilleur moment. Et puis, il doit également créer un climat de confiance. Pour créer un climat de confiance, il va falloir qu'il audite plutôt sous format d'une discussion. Et c'est là qu'il faut faire très attention au guide d'entretien de l'auditeur, qui peut parfois paraître comme un interrogatoire. C'est-à-dire que si jamais on lit son guide d'entretien, ça va faire plus interrogatoire que discussion, et ça pourrait effectivement empêcher de créer un climat de confiance. Sur le rôle de l'auditeur, il y a le savoir-faire, il y a la communication positive et adaptée à l'audité. On utilise le vocabulaire de l'audité, on ne parle pas de procédure, on ne parle pas de processus, on parle de leur travail. Et on amène l'audité à s'exprimer sur les sujets relatifs à l'audit. Attention, il ne faut pas partir hors sujet non plus. Ensuite, il faut que l'auditeur ait cet esprit d'analyse rapide, savoir analyser les bonnes pratiques, amener les audités à réfléchir sur leurs pratiques et à y réfléchir eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce que la méthode que vous utilisez vous apporte satisfaction? C'est aussi à l'audité, finalement, de trouver lui-même ce qu'il pourrait améliorer. Et donc, aussi, il faut amener les auditeurs à prendre conscience des bénéfices attendus des constats. On a trouvé une piste d'amélioration, on ne se contente pas simplement de donner la piste, on va dire qu'est-ce qu'on pourrait y gagner derrière.
ou si jamais, effectivement, on a un constat de non-conformité, quel est le risque pour les audités, pour l'entreprise. Donc, on valorise le bénéfice attendu. Alors, l'audité dans tout ça, l'audité, lui, plutôt que d'être passif, il faut qu'il soit acteur. Déjà, il ne cache rien sous le tapis. Il faut pas essayer de cacher. C'est pas la peine de préparer l'audit. C'est pas la peine de remplir les formulaires au dernier moment. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Par contre, il faut valoriser le travail. Valoriser le travail qu'on réalise. Donc, l'audité doit valoriser ce qu'il fait avec les objectifs, en lien avec les objectifs recherchés, essayer de démontrer justement ce qui fait bien, ce qui fonctionne bien, exprimer ce qui fonctionne moins bien, les difficultés, les irritants, et puis il doit rester réceptif aux constats formulés et éventuellement, effectivement, être lui-même force de proposition au moment de l'audit. Et ça arrive parfois. On fait un constat aux audités, oui, tiens, on pourrait faire autrement et on pourrait faire comme ça. Et ils trouvent eux-mêmes leur solution. Donc, l'audité, il a un rôle aussi. Il n'est pas que passif, il ne subit pas son audit, mais il est également acteur de l'amélioration. Alors, comment fait-on maintenant pour maintenir la motivation pour les audités? Souvent, on entend dire « Ah ouais, mais les résultats d'audit, non, ça reste toujours dans l'autre sphère, on ne dit jamais rien. » Quand les personnes ont été auditées, et même pas que les personnes auditées, toutes les personnes qui peuvent être concernées, il faut bien évidemment faire un retour de l'audit aux personnes concernées. Que ce soit le responsable de système de management, que ce soit le responsable de service, c'est de faire un retour à la fois en valorisant les points positifs, les points forts, les bonnes pratiques, et puis en exposant les points qui sont améliorés avec une ouverture sur les propositions d'action et les gains qui sont attendus pour l'ensemble des parties intéressées, que ce soit les personnes auditées, les responsables de service, les pilotes de processus, le responsable de système de management et la direction de l'entreprise. Donc, si on ne fait pas ce retour, les audités, effectivement, ils ne savent pas à quoi sert l'audit. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il faut donner davantage d'importance à l'audit et à ses conclusions pour en retirer davantage de valeur ajoutée et faire en sorte que les audités vivent mieux cette situation d'audit et vraiment la saisissent eux-mêmes comme une opportunité d'améliorer leur travail au quotidien. Voilà, Alors, donc je l'ai fini avec cette présentation. merci beaucoup Agnès pour cette présentation riche en enseignements. Alors effectivement, on a reçu déjà des questions, mais je vais sans perdre un instant les formuler, mais vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Agnès y répondra avec plaisir. Alors Agnès, première question, sur quels indicateurs se baser pour suivre l'efficacité du dispositif d'audit interne? Sur quels objectifs? Donc, indicateurs et objectifs. Indicateurs et objectifs sur les audits internes. Alors, c'est intéressant parce que souvent, on dit, 100% des audits internes réalisés. Bon, c'est bien s'ils sont 100% réalisés. C'est après, quelle est la valeur ajoutée que ça m'a permis d'obtenir. Les indicateurs sur la performance des audits internes doivent être plus basés sur l'efficacité des audits, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous a fait gagner, combien d'améliorations ça nous a permis de mettre en place, alors en nombre éventuellement, combien de risques ça nous a permis d'éliminer, alors des vrais risques pour l'entreprise, qu'est-ce que ça nous a fait gagner en matière de performance, je ne sais pas, par exemple, sur des gains, moins de non-conformité sur des produits ou une amélioration de la satisfaction client. Voilà, qu'est-ce que l'audit interne nous a permis de faire ressortir? Pour ça, effectivement, il faut qu'on sorte des audits simplement dire, il y a le point-virgule dans la procédure qui n'a pas été respecté, mais qu'on soit plus sur qu'est-ce qu'on attend, quel était l'objectif. Si l'objectif, c'est effectivement, on a des problématiques de satisfaction client et j'ai focalisé mes audits internes sur cet objectif-là,
est-ce que derrière, les constats m'ont permis de mettre en place des actions qui m'ont permis derrière d'améliorer ma satisfaction client? C'est pas facile à mettre en place. Ça peut être justement sonder les services audités, faire une enquête de satisfaction auprès des services audités pour voir si l'audit interne leur a permis d'améliorer quelque chose qui est important pour eux dans leur activité et qu'eux-mêmes donnent la satisfaction par rapport à ce qu'ils en ont retiré, en fait. Donc, il faut vraiment axer effectivement les indicateurs de performance des audits internes plus par rapport à la valeur ajoutée que ça a eu à la fois pour les personnes auditées, pour le responsable de service ou le pilote de processus, pour la direction de l'entreprise. Donc, une enquête auprès des... Moi, j'aime bien le système d'enquête. Très bien, merci Agnès. Alors, on a pas mal de questions. Voilà, alors je vais par contre en saisir une dans le chat, Agnès, pour que tu puisses la lire, parce qu'elle est assez longue et pour la compréhension de tous. Donc voilà, je viens de la poster. Alors, oula. Alors peut-être La peut-on… la Voilà, norme impose d'auditer, mais cet exercice ne peut-il être fait par d'autres moyens aussi? On choisit le processus à auditer selon la pertinence, dysfonctionnement ou les indicateurs, etc. Certains processus fonctionnent bien, mais n'auraient pas besoin d'être audités. Or, des auditeurs reprochent que certains processus ne le soient pas. Sommes-nous obligés d'auditer tous les processus? Alors, la norme, elle n'impose pas d'auditer tous les processus à la même fréquence, déjà. Donc, il faut que le programme d'audit soit réalisé en fonction à la fois des risques pour l'entreprise. Donc déjà, on va auditer plus souvent, bien évidemment, les processus qui ont le plus d'impact par rapport à l'objectif de la norme. Alors, si on est en qualité, par exemple, la satisfaction client et la conformité du produit, on va auditer plus fréquemment, on va passer plus de temps sur les processus qui ont le plus de difficultés. Et s'il y a des processus qui fonctionnent bien, on n'est pas obligé d'aller les auditer tous les ans. On a d'autres moyens pour vérifier, effectivement, à quel moment on va devoir auditer un processus, par exemple, qui fonctionne mal. On peut très bien dire dans notre programme d'audit, on se focalise sur les processus qui sont à fort enjeu ou pour lesquels il y a des difficultés. Pour les autres processus, ils sont sous surveillance via des indicateurs, via le suivi de dysfonctionnement. Et si on s'aperçoit qu'on commence à avoir des dysfonctionnements ou que nos indicateurs ne sont pas bons, ou que ces processus n'apportent plus la valeur ajoutée nécessaire par rapport au reste de l'entreprise, dans ce cas-là, on fera un audit interne. On peut planifier effectivement en fonction des résultats même du processus. Alors, et ça, par contre, il faut pouvoir, par contre, effectivement, l'expliquer, dire comment on fait en sorte que ces processus, on considère qu'ils fonctionnent bien, comment on dit qu'ils sont conformes et qu'ils fonctionnent bien, et derrière, comment on pourrait détecter qu'il va falloir les auditer parce que tout d'un coup, il y a une dérive. Mais on n'est pas obligé d'auditer tous les processus tous les ans à la même fréquence. Et d'ailleurs, moi, en tant qu'auditrice de certification, quand je vois des programmes d'audit qui sont faits comme ça, je sais qu'il n'y a pas eu de réflexion de fond sur la valeur ajoutée de l'audit. Et je sais que du coup, les rapports d'audit interne que je vais lire, alors voilà, je ne vais pas mettre de non-conformité, mais je ne mettrai jamais un point fort parce que pour moi, ce n'est pas un audit qui va permettre d'apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Voilà, donc pas de fréquence imposée. C'est à vous, en tant que responsable de système de management, de définir la fréquence en fonction soit d'un enjeu stratégique, la direction veut changer, réorienter une activité, du coup, on va auditer les processus qui sont concernés. Par rapport au risque de dysfonctionnement, par rapport à l'atteinte des objectifs, par rapport à des problématiques de réorganisation, par rapport à des dysfonctionnements, par rapport aux résultats des audits internes précédents, vous avez plein de méthodes, plein de critères possibles pour définir sur quel processus vous allez planifier en audit. Alors, merci Agnès. Donc, on a vraiment beaucoup de questions, donc on sent l'intérêt du sujet. Alors, j'enchaîne. Donc, les auditeurs internes peuvent être vus comme apportant moins qu'un auditeur professionnel. Comment les auditeurs internes peuvent-ils devenir plus pertinents aux yeux des audités? Alors, c'est vrai que les auditeurs internes, parfois, ils sont vus moins pertinents parce qu'ils connaissent moins la norme. Ils sont moins normatifs.
Ils sont plus sur l'application des procédures de l'entreprise. Alors, ils ne seront jamais aussi spécialistes que les auditeurs de certification sur les normes, forcément, puisque l'auditeur de certification a une pratique. Ça dépend des auditeurs, mais en règle générale, on fait plus d'une centaine de jours d'audit par an. Hein. Donc, forcément, ça fait beaucoup de pratique. Donc déjà, les auditeurs internes peuvent devenir de plus en plus pertinents en pratiquant. C'est en auditant qu'on devient auditeur. Hein, et donc, plus ils font d'audit, plus ils deviennent pertinents. Après, on peut effectivement animer régulièrement avec les auditeurs internes des retours d'expérience hein, par rapport à la qualité de leurs audits. On peut aussi animer, comment dirais-je, des petites formes, des mises au point de formation sur la norme en question. On peut éventuellement faire en sorte que lors de l'audit de certification, les auditeurs internes à tour de rôle soient le guide, je dirais, de l'auditeur externe, c'est-à-dire qu'il est présent pendant l'audit, c'est lui qui accompagne l'auditeur pendant cette période-là. Et puis, l'auditeur interne, il n'a pas réellement tout à fait le même rôle que l'auditeur de certification. L'auditeur de certification, il est vraiment sur la conformité au système. L'auditeur interne, il peut avoir une vision beaucoup plus par rapport déjà aux objectifs de l'entreprise, par rapport à la problématique de l'entreprise. Et l'auditeur interne, il sera beaucoup plus pertinent si on lui fixe de vrais objectifs. Si on lui dit simplement la conformité à la norme, forcément, il sera moins pertinent que l'auditeur de certification parce qu'il maîtrise moins bien la norme. Par contre, si on lui donne des thématiques où il doit par contre réfléchir, garder en tête simplement la conformité du produit, la satisfaction du client, l'amélioration de l'organisation ou l'atteinte d'un objectif stratégique, ce sont des objectifs beaucoup plus concrets. Il sera beaucoup plus facile par son questionnement sur ces thématiques-là, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et de sortir un peu de l'audit de procédure aussi, parce que souvent, l'auditeur interne, comme il n'est pas autant expérimenté que l'auditeur de certification, il reste surtout sur de l'application de procédure. Or, l'application de procédure, c'est de la conformité par rapport à une procédure, mais on ne travaille pas sur l'amélioration de l'organisation. Donc, c'est surtout comme ça qu'on pourra faire progresser les auditeurs internes. Alors, merci Agnès. Il y a un flot de questions, en fait, donc je ne suis pas sûre de pouvoir toutes les formuler dans le temps imparti. Alors, la question suivante est: quelle est la différence entre opportunité d'amélioration et recommandation d'amélioration? Alors, l'opportunité, c'est quelque chose qu'on peut saisir ou pas. Donc, l'entreprise, elle a le choix hein, de choisir. Alors, opportunité d'amélioration, ce sont des choses que mettent certains organismes de certification, hein, opportunité d'amélioration, piste de progrès, etc. C'est une piste pour laquelle l'auditeur vous dit vous êtes conforme, mais vous avez le potentiel pour vous améliorer encore. Et alors, si s'améliorer pour s'améliorer, hein, c'est bien, mais c'est surtout voir effectivement derrière la valeur ajoutée que ça peut avoir. Une recommandation, ça donne déjà quelque chose d'un peu plus obligatoire. Alors, un auditeur ne peut pas donner une recommandation d'ailleurs. Hein. Il peut dire vous pouvez vous améliorer. Déjà, il ne donne pas de solution à l'auditeur interne, que ce soit l'auditeur interne ou l'auditeur de certification, parce que c'est les audités qui sont les plus à même de réfléchir sur la méthode qu'ils vont utiliser pour s'améliorer. Donc, recommandation d'amélioration, c'est vrai que derrière mon recommandation, moi, j'y vois quelque chose d'un peu plus obligatoire. Et si c'est quelque chose d'obligatoire, ça veut dire que c'est plus une recommandation. Hein. C'est que, c'est plus on n'est plus sur un constat positif, on n'est plus sur quelque chose où on est plutôt en faiblesse, hein, je dirais peut-être le point sensible, où il faut qu'on améliore la maîtrise pour ne pas passer en non-conformité. Voilà la différence que je vois entre les deux, mais ce sont des termes qui ne sont pas des termes, je dirais, c'est des termes qui sont définis soit par des entreprises, soit par des organismes de certification, hein, classer des constats. Il n'y a pas de définition exacte dans les normes de ces deux termes. Mais voilà plutôt comment je le vois. La piste, c'est effectivement, vous êtes conforme, mais on sent que vous pouvez aller plus loin et vous y gagneriez à aller plus loin. Alors que la recommandation, c'est que vous êtes peut-être conforme, mais
c'est pas encore, c'est pas très très bien maîtrisé, vous pourriez passer non conforme. Alors, merci Agnès. Donc, j'enchaîne. Comment mesurer précisément la valeur ajoutée pour les audités? Alors, la valeur ajoutée pour les audités, bah, c'est effectivement, alors pour le mesurer, bah, c'est effectivement de retourner voir les audités et voir si les actions que l'on a mis en place leur a permis effectivement de progresser dans leur travail. Ça, c'est la première chose. Ça peut être effectivement l'enquête de satisfaction dont je parlais tout à l'heure. C'est de s'assurer aussi qu'à la suite de l'audit, il y a bien eu des choses intéressantes à mettre en place pour eux et que l'idéal, hein, ça serait que au moins pour chaque audit, il y ait une action d'amélioration qui apporte de la valeur ajoutée, donc qui apporte soit du confort de travail, soit une amélioration de l'atteinte des objectifs, soit une amélioration de l'organisation, la disparition des irritants, et que ça puisse être valorisé une fois que l'action est terminée, montrer que derrière, bah, ça a été efficace et c'est ce qui a permis de résoudre le problème. Et donc, voilà, valoriser l'audit interne justement auprès des personnes auditées par rapport à ce qu'on a réussi à résoudre grâce aux audits internes. Ça, c'est important de communiquer là-dessus. Alors, merci à nouveau Agnès. Donc, une nouvelle question et puis je vais essayer d'en passer une autre après. Peut-on définir des audits selon les chapitres de la norme plutôt que par processus interne? Alors, tout est possible. Tout est possible, mais si vous les faites par chapitre de la norme, vous pouvez dire, bah, je vais auditer, par exemple, pourquoi pas, la communication dans l'entreprise. Paragraphe 7.4. Est-ce que j'ai une communication interne et externe efficace par rapport à mon système de management? Et là, bah, du coup, vous allez aller devoir rencontrer, peut-être, sur une journée entière, bah, plusieurs intervenants. Vous n'allez pas voir le processus communication hein, avec le pilote communication, un service communication. La communication, elle est à tous les niveaux dans l'entreprise. Donc, il va peut-être falloir voir la direction. Il va falloir voir certains pilotes de processus, il va falloir peut-être aller voir des opérateurs un petit peu partout. C'est-à-dire que vous allez effectivement avoir audité une grande thématique, et ça peut être intéressant. Hein. Est-ce qu'on a une communication interne pertinente dans l'entreprise? OK, ça va être difficile pour l'auditeur de faire son plan d'audit, l'auditeur interne, mais pourquoi pas? Et par contre, il faut qu'il voit à quel niveau il va aller auditer. Ça va être plus difficile pour aller cibler qui doit aller auditer. Donc, il va prendre un échantillonnage, pareil, il va dire, bah, je vais auditer la direction, processus com, et puis après, je vais prendre au hasard 2-3 processus, et puis des pilotes, et puis des acteurs de processus, etc., pour voir avec eux comment on communique et l'efficacité de cette communication. Peut-être un peu plus difficile, parce qu'on est, c'est vrai qu'on n'est plus effectivement sur la partie, on ne se calque pas l'organisation de l'entreprise, on se calque à une thématique. C'est comme la compétence. Hein. La compétence, quand vous éditez la gestion des compétences au service RH et que vous avez des tableaux qui sont tous bien remplis, et puis qu'après, vous allez au niveau opérationnel et que quand vous allez dans un atelier, vous apercevez qu'il y a un opérateur qui fait une mission et pour laquelle, normalement, il n'est pas formé parce qu'il remplace son copain, bah, là, effectivement, on voit la gestion des compétences à plusieurs niveaux, dans plusieurs processus. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement, d'auditer suivant une thématique de la norme. Le pilotage des compétences, ça peut être un exemple. Alors, merci Agnès. Donc, toute dernière question, désolé. Peut-on auditer partiellement un processus? Bien sûr. On peut très bien dire sur un processus, bah, je veux focaliser sur une thématique, et c'est l'objectif. Alors, c'est le champ, et on peut dire aussi, donc le champ de l'audit, on peut dire, bah, je fais que telle activité du processus. Ou alors, on veut auditer qu'une thématique du processus. Bah, ça peut être voilà, la gestion des compétences dans mon process de production, notamment pour quand il y a des absences de personnel ou autre, pourquoi pas. Il suffit simplement que dans votre mandat d'audit, vous ayez clairement défini quel est le champ, où on commence, où on s'arrête. Quel est l'objectif pour rechercher pour votre audit? Donc, vous pouvez auditer qu'un morceau de processus ou qu'une seule thématique au sein du processus.
C'est tout à fait réalisable. Et du coup, l'auditeur va se focaliser sur cette partie-là et peut-être que justement, si on lui fixe un mandat d'audit qui est très clair, sa mission sera beaucoup plus facile à mener parce qu'il comprendra davantage ce qu'on attend dans les conclusions à la fin. On attend une conclusion sur ça, sur ce point-là. Alors, merci beaucoup Agnès pour ces réponses précises. Donc, malheureusement, effectivement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé et nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, on serait bien évidemment resté ensemble pour continuer à échanger. Rassurez-vous, le webinaire a été enregistré et il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com ainsi que le support de présentation. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion sur Parcours Croisé dédiés aux thématiques QSE afin d'interagir avec vos pairs et y trouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Je vous invite également à la suite de la publication de l'enregistrement du webinaire à continuer à poser vos questions. Agnès y répondra avec plaisir. Et je vous remercie enfin d'avoir été très nombreux à suivre ce webinaire pour votre intérêt aussi. Et encore un grand merci à Agnès Gillet pour sa présentation. Donc à bientôt et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci, au revoir.